travail, il a changé radicalement, tu vois. Ça n'a plus rien à voir. Là, maintenant, je fais de la gestion, je fais de la comptabilité, plus aussi de direction artistique, plus de conseils. Il y a un projet qui t'a vraiment fait décoller. Je vais me faire des ennemis de ouf. Un investissement en fait, parce que De tu ouf. dois investir ton temps. Ça a été un gros sujet dans ma life que d'avoir des moments vraiment où je m'autorise à déconnecter. Et quel est ton point de vue sur l'IA? Par contre, en termes de pression, c'est de ouf, alors. Bienvenue dans la première saison et le premier épisode de Tu m'inspires. Un podcast qui met en lumière des personnes inspirantes et créatives qui ont fait le choix de vivre de leur passion. On va comprendre ensemble comment elles y sont arrivées et par quelles étapes elles sont passées. Et pour me présenter rapidement, je suis Lisa Oran, entrepreneuse. J'accompagne les marques dans leur stratégie digitale et la création de leur contenu. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Hugo, qui est photographe, réalisateur et cofondateur de Social Fever, une agence digitale parisienne. Une personne extrêmement inspirante, tant dans sa carrière professionnelle par sa créativité et sa détermination, que dans sa façon d'être et de voir la vie. Salut Hugo, comment ça va ? Ça va, Lisa, tu vas bien? Super, je suis trop contente de t'avoir aujourd'hui sur le premier épisode du podcast. Ouais, écoute, je suis très très content d'être là. C'est pas comme si on avait fait des tests son et lumière depuis 3 jours. C'est vrai. Au moins là, normalement, tout est bon. Tu auras déjà une petite présentation de qui tu es dans l'intro du podcast, mais est-ce que tu veux te représenter à ta manière avant de commencer ? Bah écoute, avec plaisir. Du coup, je m'appelle Hugo Bacoul, j'ai 31 ans. J'ai travaillé en tant que plein de choses, à la fois en tant que photographe, en tant que vidéaste, réalisateur, en tant que directeur artistique, avec des clients divers, ça va de H&M à Nike, à Roger Gallet, à Levi's, enfin pas mal de grosses marques. Et depuis du coup maintenant 2 ans, je suis le fondateur de Social Fever, une agence digitale spécialisée dans le contenu créatif et innovant. Voilà. Trop cool, un profil très polyvalent. On essaye, on est curieux de nature, du coup on essaye. Et du coup, on va essayer de comprendre un petit peu comment t'en es arrivé là, ton parcours, par quelles étapes t'es passé. Et on va commencer par ton enfance. Est-ce que t'as toujours voulu être dans des métiers créatifs ou tu savais pas forcément au début ce que tu voulais faire dans la vie ? J'ai voulu faire plein de choses. J'ai voulu être architecte, j'ai voulu être ingénieur en informatique, mon côté geek. J'ai voulu être... franchement, j'ai voulu faire beaucoup de choses. Il y a toujours eu ce côté un peu créatif. J'ai toujours fait du dessin, de la musique, ce genre de choses. Donc il y avait ce côté assez naturel dans la photo au début, dans le fait de me mettre dans la photo. Voilà. Oui, parce que tu as fait du coup des études de photo. Ouais, j'ai fait des études de photo. Alors, j'ai pas commencé par la photo, j'ai commencé par être animateur en centre de loisirs. Ça, c'était ma première vraie expérience. Et après, à l'âge de 21 ans, j'ai commencé du coup mes études de photo en alternance sur 3 ans. Et donc voilà, donc là, ça a été vraiment un déclic pour moi. Au début, je voulais plus faire du portrait, être reporter de guerre ou faire des documentaires sur le terrain. Et au fur et à mesure, je suis plus allé vers quelque chose plus dans la mode, plus dans le commercial. Ok, ouais. Et en fait, c'est l'école qui t'a permis de trouver un petit peu ton style ou c'est aussi ton implication personnelle dans les projets que tu avais à côté ? Ouais, c'est un peu de tout ça. Je pense que très rapidement, la mode, c'est ce qui m'a plu parce que c'était les images les plus extraordinaires avec là où tu pouvais mettre le plus de créativité. Donc là, il y avait quand même vraiment ce côté créa qui était hyper important pour moi et que la mode, du coup, ça faisait écho à tout ce qui était photographie de mode. Mais je garde en tête, quoi qu'il arrive, de faire à la fois du docu, à la fois des projets plus documentaires. Voilà. Ok. Et tu as commencé directement, quand tu étais à l'école, à faire quelques missions de photos ? Oui, ouais. En fait, dès mes premières, dès que je suis arrivé en études, comme j'étais un peu plus vieux, j'avais déjà 21 ans, j'avais déjà taffé, je savais pourquoi j'étais en études. Études, tu vois. Et j'étais en études à la fois pour découvrir ce milieu-là, pour vraiment me former en tant que photographe, mais aussi pour gagner ma vie avec ça, en fait. Tu vois, c'était pas juste une passion, c'était ma passion de 1 et ça allait être mon futur business. Donc quoi qu'il arrive, j'étais là et je cherchais des clients, si je pouvais faire des petites prestations à droite à gauche dans de la photographie de mariage, j'ai même fait en face de mon école, il y avait un grec, un restaurant turc, tu vois. Et j'avais dealé de lui refaire sa carte, de photographier, tu sais, les plats dégueux en photo. Voilà. Donc j'avais dealé de lui faire de plus belles photos, de lui refaire sa carte sur Illustrator, InDesign, de lui imprimer. Bref, j'avais déjà ce côté où, même en études, je voulais commencer à travailler, en fait, tu vois. Ok. Et à ton compte ?
Ouais, à mon compte. Ok. À mon compte. Bon, au début, c'était un peu, au black, un peu, enfin, des petits billets donnés à droite à gauche. Mais assez rapidement, après mes études, dans tous les cas, je me suis créé mon statut en tant qu'auto-entrepreneur. Et du coup, let's go, j'ai commencé à travailler à droite à gauche, quoi. Et comment, du coup, tu as commencé à avoir tes premières missions après l'école? Après l'école, en fait, moi, j'ai, comment dire, en très bonne relation avec mes profs en école. Et mes profs étaient déjà des professionnels de la photographie. Du coup, en fait, dès que je suis sorti des cours, j'ai un professeur qui m'a pris sous son aile, qui m'a ramené sur des prestations. Donc, je n'étais pas payé de ouf, mais ça m'a permis de faire différentes prestations, surtout en corporate. Donc photographie d'entreprise, même vidéo d'entreprise. Je commençais beaucoup à faire de la vidéo à ce moment-là. Et donc voilà, donc en clair, dès que je suis sorti d'école, j'ai commencé à faire des petites prestas comme ça à droite à gauche avec des personnes qui m'ont pris sous leur aile. Et puis j'avais envie de changer d'air. Je crois que je m'étais séparé de ma meuf, où il y avait eu un truc, il y a eu un moment un peu charnière, et du coup, je me suis barré à Londres. J'ai fait du porte-à-porte dans plein de studios londoniens. Genre, je suis arrivé avec mon accent dégueulasse. En plus, je galérais vraiment à trouver un taf. Et j'ai trouvé un taf en tant qu'assistant de studio. Je suis resté quasiment une petite année à Londres à bosser vraiment entre guillemets en bas de l'échelle. Tu vois, je ramenais des cafés, j'amenais des croissants, je portais du matos. Mais par contre, j'étais sur des prods qui étaient hyper cool. J'ai vu des prods pour Chanel à ce moment-là, j'ai vu des prods pour Stella d'Artois, des trucs, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas vu, tu vois, enfin je m'imaginais pas voir. Et du coup, j'étais sur ces prods-là, je regardais à la fois l'éclairage, comment c'était, genre c'était hyper instructif, vraiment hyper instructif. Et du coup, un super bon 6 mois, 1 an, je crois que je suis resté à Londres, et franchement, hyper enrichissant comme expérience. Ok. Et tes premières missions, du coup, t'étais payé combien? Mes premières missions, mais j'ai fait du gratuit. Mais ouais, non, mais parce que c'est souvent la J'ai question fait du qu'on se gratuit. pose quand on Ouais. débute. En fait, on n'a pas d'expérience Ouais. et on sait pas combien fixer son tarif et est-ce qu'il faut faire du gratuit, est-ce qu'il faut pas, à quel prix, etc. Ouais. Donc, c'est intéressant de connaître en fait les En fait, premières c'est missions une question que qui est chacun- fondamentale, tu vois. Maintenant, je suis prof, du coup, et souvent cette question, elle m'est posée, à combien on price ces tarifs, tu vois. Et c'est une question qui est hyper importante, tu vois. Pour moi, il y a deux choses. Il y a quelle est la rémunération, effectivement, et quel est l'intérêt que ça peut avoir dans ta carrière. Beaucoup de gens qui disent non, jamais faire du gratuit, moi personnellement, je trouve que le gratuit, si toi, ça fait partie comment ça s'appelle, si ça fait partie de ton objectif ou que ça t'aide comment dire, à Dans ton gérer, portfolio. ouais, ça t'aide dans ton portfolio et dans ce que tu veux faire. Je te donne un exemple, tu vois. Imaginons que tu veux faire des photographies mode streetwear, tu vois. C'est ton délire, tu veux faire de la photographie de mode streetwear et tu as une proposition de Reebok, par exemple, qui est là et qui te dit, ok, bah moi j'ai 0 budget, mais par contre je te veux toi en tant que photographe. Mais tu dis oui. Tu vas pas dire non parce qu'ils n'ont pas de budget, tu vois. Parce que cette vidéo-là ou ce projet-là, dans ton book, ça va te permettre de décoter d'autres contrats. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est hyper important. Alors après, si ça fait pas partie d'un objectif, si imaginons que toi, tu veux faire de la photographie streetwear, encore une fois, et qu'on te propose un contrat pour de la photographie de mariage. Tu sais que toi, tu veux pas en faire, tu sais que tu veux pas faire carrière là-dedans. Donc là, ouais, tu vas demander ton price. Là, comment dire, ton taf a une valeur, tu vois, a une valeur pécuniaire qui est importante et du coup, il faut le pricer, il faut que tu fasses, effectivement, il faut que tu regardes un peu ce que la concurrence fait et t'aligner par rapport à ça de manière à être hyper raccord et que ton tarif y passe, tu vois. Ça, après, voilà, c'est de la com. Mais ouais, pour moi, il y a toujours ce truc, ce niveau de, ok, bah, est-ce que ça va m'apporter de ouf dans ma carrière, ok, ou est-ce que ça va m'apporter de la thune? Et en fait, à chaque fois, tu te dis, ok, bah, si ça t'apporte rien dans ta carrière, bah, il faut que ça te donne de la thune. Ou au contraire, si ça t'apporte beaucoup dans ta carrière, tu peux demander de la thune, ça c'est bien sûr que tu es légitime là-dessus et il faut, tu vois. Mais si ça t'apporte de ouf et que ça fait partie de tes objectifs, franchement, tu peux le faire. Moi, un des premiers gros contrats que j'ai eu, c'était pour H&M. Ouais. Et j'étais pas payé des 1000 et des 100. Tu vois, ça, je vais pas te mytho, j'étais pas payé pour des 1000 et des 100. Enfin, c'était un des premiers vraiment très gros contrats que j'ai eu. Mais pourtant, ce shoot-là, il m'a apporté tellement en termes de portfolio, en termes de réseau, en termes de notoriété et tout ça, qu'en fait, j'aurais même pu le faire pour gratuit, tu vois. Parce que
Bah parce que grâce à ça, j'ai pu taffer pour Nike, j'ai pu taffer pour Adidas, ça m'a mis dans un réseau qui était hyper cool, tu vois, hyper vertueux. Et voilà quoi. Donc je pense qu'il y a toujours ce est-ce que ça te sert ou est-ce que ça te fait gagner de l'argent, tu vois. Bah je voulais en venir d'ailleurs, je voulais dire est-ce qu'il y a un projet qui t'a vraiment fait décoller quoi, qui a fait décoller ta en carrière fait, le truc pour H&M effectivement, ouais. Ça a été avant ce projet-là, je crois que c'était en 2018 ou 2010, ouais 2018 ou 2019 je crois. Avant ça, je travaillais déjà bien, j'étais en tant que photographe et vidéaste du coup, je travaillais déjà très bien, mais que en corporate. C'est-à-dire que je faisais beaucoup de photographies et de vidéos d'entreprise, des interviews, des films promotionnels et tout le tralala, toujours en mode filmmaker, donc moi tout seul avec un peu de light, mon Ronin, ma caméra et tout. Okay. Mais le vrai gros projet qui m'a fait décoller en mode, c'était le premier projet avec H&M, ouais, de ouf. Ok. Et comment tu l'as vécu ce projet-là ? Du coup, tu avais une pression de ouf, non ? Pression de ouf, pression de malade. En front vis-à-vis des clients, zéro pression, tu vois. Mais pour moi, frère, en fait, je jouais ma life sur ce projet, tu vois. Parce que rappelle-nous, du coup, c'est quoi le projet ? Qu'est-ce que tu as réalisé pour H&M ? En fait, c'est la boîte de prod de Paulette, qui était un magazine féminin hyper cool, hyper novateur, avec des valeurs très très cool. Et du coup, ça se passe comment ? J'ai un ami, Guillaume, qui me dit voilà, il y a un projet avec une boîte. Ils nous ont demandé si lui est illustrateur, Guillaume, et ils leur ont demandé s'ils pouvaient faire ses illustrations en vidéo. Et il s'avère que 2-3 jours avant, avec Guillaume, on en avait parlé de faire ses illustrations en vidéo. Et du coup, lui, il s'y connaissait pas du tout en vidéo, tu vois. Et du coup, il m'a dit ouais, vas-y, trop chaud, viens, on le fait ensemble et tout. Et une semaine, 3 jours après, il reçoit ce call-là d'une meuf qui lui dit voilà, on a un projet avec une marque, on sait pas qui c'est au début. Et il faudrait que tu fasses tes illustrations en vidéo. Est-ce que c'est possible ? Il a dit ouais, mais avec mon poteau Hugo, tu vois. Donc trop cool. Et du coup, nous, on commence à faire des tests avec ces illustrations, histoire de leur montrer qu'on peut le faire, tu vois. Et donc on fait un test et tout le tralala, on envoie à la boîte de prod, tu vois. Elle nous dit ouais, écoute, nickel, on attend la réponse du client. Et genre, je sais pas, peut-être une semaine après, on reçoit la réponse du client qui dit ouais, ok, c'est validé. On dit mais du coup, c'est pour qui, tu vois ? Et elle nous dit bah en fait, c'est pour 6 vidéos pour H&M, tu vois. Et là, on était là en mode what the fuck et tout, un délire trop cool et tout. On était comme des oufs, tu vois, vraiment comme des oufs. Et le projet en lui-même, c'était quoi ? C'était avec plein d'influenceuses. Je crois qu'ils étaient 4. Et tu avais différentes vidéos à la fois en horizontal, à la fois en vertical pour les réseaux sociaux. C'était assez sympa, franchement c'était assez sympa. Et même en termes de DA, j'étais avec mon pote, du coup Guillaume, et t'avais pas mal d'illustrations un peu qui popaient de part et d'autre de la vidéo. Du coup c'était hyper créatif. Et ça prenait, on a fait ça sur peut-être 3-4 mois. Mais par contre en termes de pression, de ouf. Pour moi, même des fois, je me rappelle ne plus endormir à la nuit, carrément, tu vois. Genre, j'étais à fond sur ce projet-là, comment le préparer, comment faire au mieux, tu vois. Storyboarder tous mes plans, les avoir tous en tête, les mémoriser, de manière à ce que quand j'arrive sur le tournage, genre, je sois OP de ouf, tu vois. C'était vraiment, du coup, énormément de pression sur ce premier projet, ouais. Ouais. Ok, et comment, est-ce que maintenant d'ailleurs tu arrives tu disais que c'était important d'avoir un truc à boire, effectivement, j'ai la bouche pâteuse un peu. Ouais, et en plus, on a plus trop à boire là, mais bon. On se demande ce que fait la régie. Et ouais, du coup, en fait, c'était un des premiers projets où tu as eu une énorme pression dès le début, quoi. Oui, ouais, après, c'est un peu bateau ce que je veux dire, mais dès que tu commences des trucs et que t'as pas des milliers de mois ou d'années derrière toi d'expérience, quoi qu'il arrive, tu te mets la pression. En tout cas, moi, je me mets la pression, ça c'est sûr et certain, tu vois. Donc même si, par exemple, la première fois que j'ai organisé une production pour moi, que j'ai dû staffer une équipe et vraiment organiser une grosse production, je me suis mis une pression aussi de ouf, tu vois. C'est à chaque fois que tu sors de ta zone de confort, en fait, tu te mets une pression, c'est sûr. Et tu as, avec le temps, des conseils sur ça à donner, par exemple, à des gens qui débutent et qui ont une pression de fou sur des gros projets ? Des conseils à donner, préparer au maximum. Moi, c'est mon daron, il m'a dit ça. Mais il m'a dit ça il n'y a pas si longtemps que ça, il m'a dit ça il y a 1 an. Il m'a dit, t'as un rendez-vous hyper important de 1 heure, prépare-le en 2 heures. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si t'as un gros tournage, un truc qui va vraiment te prendre du temps, en fait, tu le prépares, mais de ouf, tu vois. Et plus tu seras préparé, plus tu auras bossé en amont, plus après, le jour J, genre ça sera fluide, tu vois. Donc, je vais pas tout lister, mais
penser en tant que filmmaker, en tant que réalisateur, penser à la lumière si t'es tout seul, tu vois. Penser à la lumière, au son, à la vidéo, à l'enchaînement des plans, à la durée de ton montage. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, mais vraiment essayer de se projeter au maximum dans le rendu final que tu veux, tu vois. Et aussi de faire des notes pour, sur le moment, être le plus optimal possible. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, par contre, ouais, ça, c'est des trucs. La préparation, c'est ce qui va te permettre effectivement de mieux te projeter et d'avoir moins de pression, tu vois. Et puis dans tous les cas, ça c'est Donia, du coup, qui est juste derrière la caméra, qui me l'a dit un jour, on sauve pas des vies. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, on fait des vidéos, ok, très cool, on fait des projets hyper créatifs, c'est cool, mais genre tranquille, tu vois, genre c'est pas non plus, tu vois, c'est pas, il n'y a pas des vies en jeu, on fait des vidéos pour de la mode, pour de la fashion, c'est pas non plus, tu vois ce que je veux dire, genre faut rester aussi tranquille là-dessus, tu vois, genre. Toi, est-ce que tu as déjà fait de la prospection dans ta vie? Parce que j'ai l'impression que c'était souvent du bouche à oreille. Ouais, non, j'avais jamais fait de prospection avant de fonder ma propre agence. Ça a toujours été soit du bouche à oreille, mais soit du bouche à oreille, soit de la communication sur les réseaux sociaux, mais que je faisais avec plaisir, tu vois. Mais c'était pas de la prospection en soi, tu vois. Ok. Et des rencontres? Ouais, des rencontres surtout. C'est des réseaux, tu vois. C'est des réseaux, c'est-à-dire qu'effectivement, rien que de prendre des cafés avec des gens, en fait, ça peut être considéré comme de la prospection dans le principe, tu vois. Mais effectivement, tu prends un café avec ta pote sur un tournage qui s'est hyper bien passé, tu vas kiffer ton café, et en même temps, dès qu'elle aura un plan dès qu'elle entendra parler d'un plan pour un photographe, pour un vidéaste, elle pensera à toi, tu vois. Mais ça peut se faire de manière assez naturelle, selon moi, tu vois. Si à côté, tu as une valeur ajoutée qui est bonne, tu vois, où tu rends du bon contenu, où t'es carré dans dans les prestations que tu proposes, après, ouais, il faut que tu joues ce côté relationnel avec les gens, mais ça peut être naturel, tu vois. Parce que c'est souvent ça un peu qu'on redoute au début quand on se lance, c'est cette partie prospection, parce que même si on est très compétent dans notre cœur de métier, on voit toujours la prospection comme le côté commercial, qu'on n'aime pas, où on n'est pas à l'aise. Et c'est quoi ton rapport, toi, avec ça, en tout cas en tant que freelance quand tu l'étais à l'époque? Alors après, moi aussi, j'ai eu la chance de faire de l'alternance et de commencer à faire des projets perso que directement je mettais en ligne sur Instagram. Donc je te parle d'un truc, c'était il y a 10 ans, tu vois. Enfin un peu moins de 10 ans, mais quasiment 10 ans, tu vois. Et du coup, j'ai pas eu cette phase où bam, je suis en freelance et il faut que je prospecte. En fait, avant de me mettre en freelance, ça faisait déjà 3-4 ans, tu vois, 3 ans que je publiais sur Facebook à l'ancienne et sur Insta. Donc je suis arrivé et en fait, j'avais déjà des gens un peu qui me suivaient, grosso modo, tu vois. Et après, ça a été pas mal de bouche à oreille en corporate avec des gens de ma propre famille, tu vois, qui étaient au courant que j'étais photographe, du coup, qui me recommandaient. Tu vois, c'était plus ce côté-là. Mais si demain tu pars de zéro, tu as des compétences, mais tu n'as aucun réseau, tu es obligé de faire de la prospection dans tous les cas. Tu vois. Tu peux être le meilleur photographe ou le meilleur vidéaste du monde. Si tu n'as pas de réseau ou si on ne voit pas ton travail, personne ne viendra te chercher. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est évident. Du coup, après, pour prospecter, ouais, ça va être. Moi, justement, aux étudiants que des fois je forme, je leur dis tu trouves des personnes inspirantes sur Insta, par exemple, tu vois. Tu trouves des personnes inspirantes sur Insta, tu leur envoies un petit message où tu leur dis est-ce que je pourrais, donc j'aime votre travail pour telle raison, si vous auriez 15 minutes à m'accorder, juste un petit café, ça serait un plaisir de pouvoir vous montrer mon travail ou juste de vous poser quelques questions. Ça n'engage pas à grand chose, tu vas te manger la plupart, tu vas te manger beaucoup de non, mais si tu envoies ça à 100 personnes, en fait, tu as bien 1, 2, 3 personnes qui vont accepter, juste parce que ça fait toujours plaisir qu'on aime son travail, enfin, que quelqu'un te dise qu'il aime ton travail, et que tu peux avoir 15 minutes à accorder à un petit jeune, tu vois. Et comment ça va. Et du coup, ouais, ça, c'est des trucs qui te font progresser ton réseau, qui te font progresser aussi dans ta manière de voir le métier. Et souvent, si tu prends des personnes qui t'inspirent de ouf, en fait, ces moments-là que tu vas passer, ils vont être géniaux, tu vois. Genre, tu vas vraiment pouvoir te projeter dans leur manière de voir les choses, leur manière de réaliser leur métier. Et du coup, pour moi, c'est hyper bien. Des plateformes aussi comme Malte, comme Fiverr qui peuvent être un bon peut-être levier au début. Après, je connais pas trop, je dois t'avouer, mais je sais qu'il y a des gens que je connais qui avaient fait appel à ça et ça peut être aussi un bon moyen, si tu as zéro réseau, de commencer à te faire une place et une petite visibilité sur des sites de freelance, tu vois. Et avoir des réseaux actifs, parce que c'est vrai que même nous, en agence, on trouve des fois des profils grâce à Instagram, en fait. Mais de ouf, même de la ouf, bien plupart sûr. du temps, au mais final, totalement, totalement.
Et on trouve des réseaux via Instagram, on trouve et comment dire, et c'est pour ça que c'est hyper important de effectivement poster son travail, ça bien sûr, de faire aussi des backstage, de jouer sur le côté backstage, de montrer l'envers du décor, ça s'appelait beaucoup sur les réseaux, tu vois, et de communiquer au maximum là-dessus, tu vois. C'est ça aussi. Et nous-mêmes maintenant en tant que boîte de prod, du coup on engage des photographes, des vidéastes, des réalisateurs, des set designers, enfin vraiment pas mal de typologies de métiers. Et ce qui est important, c'est effectivement que, comment dire, nous le client vient vers nous avec un projet, nous on va du coup projeter une direction artistique sur ce projet-là, et on va essayer de trouver des personnes, des prestataires, photographes, vidéastes qui collent à cette direction artistique. Et c'est vrai que si on voit un profil qui fait à la fois de la photo, de la vidéo, donc très bien, mais si on voit qu'il fait à la fois du culinaire, à la fois de la mode, à la fois de ci, de ça, en fait, on va pas vraiment pouvoir se projeter dans son travail, tu vois. Alors que si, effectivement, on découvre son travail et que son travail colle pile poil à la direction artistique qu'on veut mener sur le projet, tu vois, bah là en fait c'est effectivement, ça va être un profil qui va être hyper intéressant pour nous, tu vois. C'est pour ça que je conseille en règle générale aussi en fait d'avoir un objectif clair sur le type de client que tu veux te faire en tant que vidéaste, le type de projet sur lequel tu veux bosser. Imaginons que tu veuilles bosser, je sais pas, dans le culinaire, tu vois. Avoir effectivement une DA dans ton feed Instagram qui soit vraiment axée sur le culinaire, comme ça en fait un client qui voit ton feed, en fait il sait que c'est avec toi qu'il a envie de bosser, tu vois. C'est évident, tu vois. Alors que s'il y a plein d'autres trucs qui déstabilisent, c'est pas ouf, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai qu'on entend souvent le conseil de il faut se nicher pour faire la différence. Ouais, il faut se nicher ou faut avoir un objectif bien précis en fait, tu vois ce que je veux dire. Faut savoir où tu as envie d'aller. Tu vois, ce qui est très facile à dire et pas forcément facile à faire, tu vois, parce qu'il y a des fois où tu sais que tu aimes bien juste créer des images, mais que voilà, t'as pas un truc qui fait écho plus chez toi, tu vois, plus ou moins chez toi, tu vois. Mais ouais, idéalement, c'est effectivement de montrer un travail qui soit cohérent avec tes objectifs de carrière. Ok. Et si on reprend du coup ton histoire, toi maintenant, tu as ouvert ton agence. Ouais. Et comment ça s'est passé cette étape Ça s'est passé que j'étais toujours réalisateur en fait, donc ça marchait très bien, j'étais au calme. Mais je pense que j'avais fait un peu le tour de la réalisation, dans le sens où ça me plaisait toujours, mais en fait j'avais atteint des objectifs assez rapidement que je pensais atteindre en 10 ans ou 15 ans de métier, mais au final je bossais avec les marques que je rêvais, tu vois. Et je pense que vite j'ai atteint un côté où en fait ça me faisait plus vibrer de ouf, tu vois. Et j'avais envie de créer aussi un truc un peu plus gros, tu vois, qui me dépasse, une agence en fait, une agence de production, faire travailler des personnes qui m'inspiraient et capitaliser aussi sur tout le réseau de prestataires que j'avais pu rencontrer au cours de ma carrière, tu vois. J'avais rencontré des personnes extraordinaires en direction de production, en expert social media, tu vois. J'ai rencontré vraiment des gens avec qui il y a eu une vraie alchimie et j'avais envie de ce côté de construire quelque chose de plus grand que moi, tu vois. Et aussi, même côté égo, je trouvais ça plus sain d'être un peu plus en retrait, tu vois, de pas être la personne maîtresse comme tu peux l'être quand tu es réalisateur ou photographe, tu vois, tu es un peu au centre que ce soit sur Instagram ou que ça soit, tu vois, tu es plus mis en avant, et je trouvais ça, enfin moi en tout cas ça allait avec mon cheminement personnel, tu vois, ça allait dans mon sens d'être un peu plus en retrait, tu vois, et d'embaucher au contraire des personnes qui étaient hyper inspirantes pour moi, tu vois. Je trouvais ça plus sain, ça me faisait tout autant vibrer, tu vois. Ok. Et comment ça s'est passé du coup, ces débuts en fait avec l'agence ? Ça s'est passé assez rapidement en fait, parce qu'on avait ce projet-là avec mon associé de monter cette agence, et en fait on a eu directement un gros client qui est venu vers nous, tu vois. Et du coup en fait on a bossé avec ce client là, en fait on n'a pas eu besoin de beaucoup démarcher cette première année, tu vois. On a bossé avec ce client là sur une dizaine de prods de manière hyper vraiment tous les jours, quasiment à plein temps, tu vois, avec ce client là, tout en continuant à bosser avec d'autres clients sur le côté, tu vois. Mais du coup ça a été des débuts hyper intenses, tu vois,
Sur la première année, on a fait un chiffre d'affaires vraiment génial, tu vois, un truc, des chiffres que je pensais pas atteindre, tu vois. Donc voilà, donc c'était une première année qui était assez intense. Et puis t'as tout à construire aussi quand tu fais une agence. T'as à construire une image de marque, tu dois te staffer, tu dois trouver des gens. C'est là aussi où on s'est rencontrés, tu vois. Ouais. Tu dois trouver des gens. En tant que vidéaste ou réalisateur avant ou photographe, tu vois, mon travail il a changé radicalement, tu vois. Radicalement, ça a plus rien à voir, tu vois. Là maintenant, je fais de la gestion, je fais de la comptabilité, je fais beaucoup plus aussi de direction artistique, beaucoup plus de conseils, tu vois, de direction clientèle aussi, tu vois. Genre mon travail n'a plus rien à voir, tu vois, plus rien du tout à voir. Mais je kiffe aussi, tu vois. Franchement, j'adore ce que je fais en ce moment. Après, on voit quand même ton côté créatif qui est toujours ultra présent. Et d'ailleurs, je pense que c'est une force pour toi aujourd'hui de l'avoir avec toi, quoi. Toute cette expérience que tu as acquérie. Ouais, de ouf. De ouf. Dans la sélection des prestataires qu'on va pouvoir trouver, tu vois, même que ce soit des prestataires, des prestataires, des talents, photographes, vidéastes, au moins je sais, moi je suis en veille constante sur ce qui se fait sur le marché, donc je sais déjà que je veux bosser avec ce réalisateur-là, avec ce photographe-là, tu vois, pour moi c'est évident, tu vois, c'est évident. Et aussi dans ce côté, et même dans les équipes qu'on peut avoir en interne, tu vois, c'est effectivement trouver des gens qui soient inspirants, qui ont de la créativité, et donc c'est essentiel, ouais. Du coup, tu prends beaucoup moins la cam. Non, je prends quasiment plus du tout la cam. Ça te manque ? Alors, j'ai menti quand je dis que je prenais plus du tout la cam. Je continue juste avec un seul client, mais c'est parce que c'est mes bébés, c'est mes chouchous de ouf, tu vois. Mais sinon, non, ça me manque pas du tout. Ça me manque pas du tout parce qu'en fait, je bosse quand on bosse sur des projets. Par exemple, il y a une semaine, on a travaillé avec un réal qui est extraordinaire, qui s'appelle Augustin Dupuis, tu vois. Et je suis à la direction artistique, donc ce côté créatif, en fait, je l'insuffle aussi dans mes projets. Donc il n'y a pas de, tu vois, tranquille, franchement. Ok. Je me sens pas, je peux m'exprimer créativement parlant dans mon agence, il n'y a pas de souci. Ouais. Ok. Et quelles sont du coup les ambitions que tu as avec cette agence-là ? Grossière, là, ça fait quasiment bientôt 2 ans. On a un studio là, dans lequel on se trouve, tu vois, de 50 mètres carrés sur Paris. On a 50 mètres carrés de bureau aussi. Donc on est déjà une belle agence, tu vois. On a dû travailler avec plus d'une centaine de prestataires sur peut-être au moins au final aussi une centaine de projets au cours de ces 2 ans-là, tu vois. Et l'ambition, c'est de voir plus grand. C'est de voir plus grand, que ça soit en termes humains, c'est-à-dire augmenter les équipes, bosser sur des projets encore plus intéressants, et aussi bien évidemment augmenter le chiffre d'affaires et avoir vraiment une société une agence qui grossisse au fur et à mesure, tu vois, sur une belle insertion, quoi. Vous êtes dans la création de contenu plus réseaux sociaux, mais vous faites aussi des grosses campagnes de pub. Ouais. Est-ce que toi, tu as une préférence dans ces projets-là ? C'est une bonne question. En vrai, par exemple, là, on était sur 2 campagnes ensemble il y a quelques jours, tu vois. Ces campagnes-là, c'est là où vraiment tu kiffes de ouf, en vrai, tu vois. Donc, c'est des belles équipes. On était quasiment une quarantaine de personnes, tu vois. Avec directeur de production, chargé de prod, photographe, vidéaste, une vingtaine de personnes au casting, tu vois, en tant que mannequin ou modèle. Et là, en fait, t'as un truc sur les tournages qui se passe, tu vois, t'as une sorte d'euphorie collective, un truc vraiment puissant, tu vois. Et ça, c'est vraiment les journées où tu rentres chez toi et où tu dis putain, j'ai bien travaillé, tu vois. Genre vraiment, c'était tu sais pourquoi tu fais ce métier-là. En tout cas, moi, c'est là où vraiment ça résonne beaucoup, tu vois. Et après, t'as des plus petites prods qu'on fait pour des clients, tu vois, plus orientés réseaux sociaux, où on va même tourner à des équipes de 1 ou 2 personnes, tu vois, au téléphone portable, pour créer du contenu sur TikTok, sur Insta, tu vois. Et ça, moi je suis pas sur ces prods-là, mais c'est aussi du contenu qui est très cool à réfléchir en interne avec les équipes, tu vois, c'est aussi du contenu dans lequel tu peux t'éclater et qui performe aussi sur les réseaux, donc du coup, tu vois, c'est un autre kiff, mais je pense que le kiff du gros tournage quand même est là, quoi, tu vois. Ouais. C'est intéressant parce qu'en fait, plus on est sur des grosses campagnes, plus le rôle de chacun est hyper déterminé et on a une vraie cohésion d'équipe, en fait. De ouf. Totalement, c'est sûr et certain. Et je trouve que c'est vraiment ce côté-là où, en tant que filmmaker, de base, pour beaucoup qui vont, je pense, écouter ton podcast aussi, tu vois, t'es amené à tout faire. Tu fais à la fois la vidéo, à la fois le cadre, du coup, tu filmes, à la fois tu fais la réalisation, tu vas driver les modèles ou driver les personnes à qui tu fais appel, tu vas faire la lumière, tu vas faire ta gestion, tu vas faire ta compta, enfin vraiment tu fais tout.
effectivement, plus la prod est grande, plus les rôles vont être silotés et tes missions vont être claires. Et ces missions-là, elles sont essentielles, tu vois. Je te donne un exemple simple, c'est tu as ton réalisateur, du coup, qui a un chef-op, donc qui est soit à la cam ou qui est responsable de l'image, tu vois. Tu as un cadreur qui va être avec la caméra, grosse cam et tout le tralala, mais tu vas avoir une personne qui va devoir faire le point pour garder une bonne mise au point du coup sur ta caméra avec l'objectif. Si t'as pas le gars qui fait le point, t'es un peu dans la merde avec ta caméra ciné, tu vois ce que je veux dire. Donc même le gars qui effectivement est pas sur le papier essentiel à ton tournage, l'assistant cam, tu vois, et ben en fait s'il l'est complètement, et du coup c'est toute l'addition de toutes ces personnes qui dans la production fait un projet qui est qualitatif, tu vois. Bah ouais, parce que c'est vrai qu'il y a même des personnes du coup qui ne sont pas du tout dans ces milieux-là, qui ont du mal à se dire, même des fois on parle de gros budgets sur des prods, ils se disent mais pourquoi en fait le rendu c'est juste une vidéo, comment elle peut coûter ce prix-là ? Mais en fait derrière cette vidéo, il y a énormément de personnes qui travaillent et même beaucoup d'ailleurs de métiers qu'on ne connaît pas. Là tu parlais de chef-op, je ne sais pas si les personnes qui écoutent ce podcast connaissent ce métier-là. Et ouais, c'est super intéressant en tout cas. Toi, tu t'as appris à connaître tous ces métiers-là par rapport à tes expériences pro ou tu t'es renseigné aussi Ouais, peut-être ? un peu de tout. Du YouTube, beaucoup. Moi, en tant que réalisateur, moi, la plupart des trucs, je les ai appris sur YouTube ou sur le terrain, tu vois. Et donc ouais, c'est aussi en rencontrant de nouvelles personnes, tu vois, en étant sur des plus grosses prods aussi. C'est là où tu vois, putain, en fait, lui, il fait ça et tout. Moi, c'est Disneyland pour moi. Quand j'étais, il y a 3, 4 ans, 5 ans, quand j'arrivais sur des prods qui étaient de grosse ampleur, tu vois, génial, tu vois, putain, lui, il sert juste à créer une lumière hyper cool. Lui, ça va être l'ingé son, il est essentiel parce que si, parce que ça. Tu vois, moi, en tant que filmmaker, quand j'arrivais sur des prods comme ça, c'était vraiment, c'est Disneyland, quoi. Tu regardes vraiment les yeux ébahis, quoi, tu vois. Et c'est hyper instructif, quoi. Vraiment. Bah, moi, ça m'a fait ça d'ailleurs sur les dernières prods où j'ai vu qu'il y avait premier, deuxième assistant et qu'en fait, tu captes que... C'est génial, franchement, c'est génial. Et quand tout roule bien, tu vois, c'est satisfaisant, un peu comme une vidéo TikTok ou un Reels que tu kiffes, hyper satisfying. Quand tout se passe bien, que tu as une bonne direction de production, que toutes ces fourmis ont leur rôle et que ça se passe bien nickel, c'est hyper cool, tu vois. Ouais. Et après, il y a l'autre gap qui est plus court-métrage et film. Toi, c'est des trucs qui t'intéressent ou pas du tout ? Pas trop. Pas trop. Je trouve... Enfin, c'est pas ce qui fait écho de ouf à ce que je suis. Mais par contre, peut-être plus le documentaire à un moment donné, tu vois. Ça, c'est un truc que je garde effectivement dans un coin de ma tête. C'est à un moment donné, prendre un sujet qui me tient à cœur et vraiment... poncer le sujet, essayer vraiment d'aller loin et d'organiser un docu pour que ça soit à la fois hyper digeste, tu vois, que ça soit hyper intéressant à regarder, tu vois, que ce soit pas juste un documentaire de 23 heures sur Arte sur lequel tu peux t'endormir, tu vois, mais vraiment un truc, un peu comme ce qui se fait ces derniers temps, tu vois, t'as des documentaires qui sont géniaux sur Netflix, t'as tous les documentaires sur Orelsan, sur Squeezie, tu vois, que tu en fait t'adores dévorer, tu vois. Donc trouver un sujet intéressant, moi je l'ai déjà dans ma tête, je pense, et le bosser de manière hyper divertissante, tu vois, hyper sourcée et divertissante. Ça, c'est un truc qui me plairait bien, de ouf. Ok. Le projet, tu le gardes secret ou non, tu pas veux du tout. nous en parler ? Non, pas du tout. Moi, ça serait sur le métissage. Métissage. Ça serait effectivement au fur et à mesure des années. Tu vas avoir beaucoup plus de métissage chez les gens, tu vas avoir beaucoup plus de mélange d'origine, tu vois. Et ça, c'est ce qui va créer beaucoup, pour certains, en termes de culture, en termes d'identité, en termes de relation aux autres. C'est ce qui va créer ton identité propre, tu vois. Et j'aimerais bien véritablement un peu sourcer tout ça. Qu'est-ce que c'est que le métissage d'un point de vue génétique ? Qu'est-ce que c'est que le métissage d'un point de vue culturel, tu vois ? Être éduqué par une personne blanche, une personne noire, être éduqué par une culture totalement différente, tu vois, à l'opposé. Qu'est-ce que ça peut donner et qu'est-ce que ça peut donner d'un point de vue bonheur, d'un point de vue scientifique, tu vois, et essayer de trouver une trame qui soit assez cool, tu vois, et aussi de donner des réponses à tous les métis qui arriveront et qui sont déjà présents, quoi, tu vois.
Ok, trop cool. Trop Bon, cool. après, c'est encore, voilà, c'est pas encore bien organisé, mais le but, c'est de faire un truc cool. Ouais, l'idée est là, en tout cas. Ok. T'as aussi ce petit côté geek que t'as toujours eu et que t'as encore. Et quel est du coup ton point de vue sur l'IA? Parce que c'est vrai qu'avec toutes les évolutions qui arrivent maintenant, surtout dans les métiers créatifs, il y en a beaucoup qui ont peur. Je vais me faire des ennemis, là. de ce côté-là. Je vais me faire des ennemis de ouf. Ouais. Bah après, en soi, c'est important de vivre avec l'évolution du temps et si tu suis pas les évolutions, tu peux vite perdre le fil. Ouais. Moi, je vais vraiment me faire des ennemis sur cette réponse-là, je pense. Vous avez vu quoi ? C'était la première campagne d'Undies entièrement réalisée en IA. Ouais. Tu vois. Et du coup, ils postent. Donc, c'était une meuf qui était dans une comment ça s'appelle, dans une piscine, tu vois. Et franchement, donc ça a dû être fait avec Midjourney ou des solutions comme ça, tu vois. Et le rendu était très cool, tu vois. Et je voyais du coup les photographes s'insurger en mode non, mais donc sur les commentaires Insta, tu vois. Non, mais c'est honteux et tout. Vous prenez notre métier et tout le tralala. Donc moi je suis assez partagé là-dessus, tu vois. Pour moi, il y a ce côté où effectivement, socialement parlant, il faut pas que l'IA arrive et mette la moitié des personnes au chômage. Pour moi, ça c'est évident, tu vois, parce que on est une société, on est organisé, il faut faire des transitions qui soient fluides et qui socialement soient humaines, tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais après, tu peux pas te plaindre en bossant pour une société capitaliste, en bossant pour des marques, en bossant pour ce type d'industrie, que ces industries vont à la course au profit, que ça soit en termes de moyens de production, à savoir créer des visuels entièrement par intelligence artificielle, tu vois, ou sinon ou la production de leurs produits, tu vois. Mais pour moi, tu peux pas t'insurger et crier ça haut et fort que oh mon Dieu, c'est honteux, alors que tu veux bosser pour une industrie qui prône justement, enfin qui est quoi qu'il arrive dans cette capitalisation et dans cette recherche quoi qu'il arrive de profit, tu vois. Tu peux pas dire oh mon Dieu, c'est honteux, genre vous utilisez des solutions qui sont moins chères que nous, tu vois. Pour moi, c'est le jeu. Enfin, à partir du moment où tu bosses, où tu as envie de bosser pour ce type de marque ou ce type de projet, c'est normal que s'il y a une technologie qui arrive et qui change ton métier, un peu comme dans la photographie, tu sais, à un moment donné, la photographie, elle était argentique. Et j'ai connu des personnes qui disaient oh mon Dieu, le numérique il faut pas se mettre au numérique, tu vois, c'est la fin du métier et tout le tralala, parce que en fait ça ouvrait un champ de possibles à des milliers d'autres personnes qui avec juste un boîtier numérique pouvaient créer des choses, tu vois. Pour moi, à partir du moment où ça se fait de manière lente, progressive et pas de manière radicale, tu vois, en fait c'est intéressant, quoi qu'il arrive, c'est des nouveaux outils créatifs, tu vois, d'utiliser l'intelligence artificielle, c'est génial, tu vois, t'as des possibilités qui sont dingues, tu vois. Un mec qui jamais aurait pu créer ou maqueter un énorme et beau canapé hyper design, là avec ses idées et avec de la création et avec de la technique, parce que ça demande quand même de la technique, tout ce qui est prompt, en fait il va pouvoir créer un canapé du futur, tu vois. Donc il y a des pour, il y a des contre, mais pour moi il faut que socialement ça se passe bien, tu vois, c'est tout. Et donc voilà, et juste pour revenir par exemple justement sur ce côté photographie numérique vs photographie argentique, en fait ça a mis énormément de personnes au chômage, parce que du coup les laborantins, tu vois, les personnes qui étaient en laboratoire de photo, ça a cassé tout ce business de développement de pellicules et tout le tralala. Mais en même temps, depuis la nuit des temps, dès que tu as une technologie qui arrive, tu vois, elle vient remplacer celle d'avant. Le tout, c'est que socialement, encore une fois, tu vois, ça soit pas humainement dégueulasse, quoi. C'est tout. Et de toute façon, pour être capable de prompter correctement une IA pour avoir un beau rendu, il faut quand même des compétences techniques, en tout cas aujourd'hui, pour réaliser les idées qu'on peut avoir. Bah ouais, de ouf, t'as raison, de ouf, totalement. Donc voilà, il te faut quoi qu'il arrive aussi des compétences en direction artistique, tu vois, parce que tu mets ma grand-mère sur Midjourney. Après, ma grand-mère est assez talentueuse, du coup, c'est pas un bon exemple, mais bref, tu mets une grand-mère sur Midjourney, elle en fait rien, tu vois ce que je veux dire, genre, c'est pas... Tu vois, il faut des compétences quoi qu'il arrive techniques, ouais, c'est sûr. Et est-ce que tu as des petites anecdotes un peu marrantes à nous partager sur les tournages que tu as pu faire, même quand tu étais à l'époque réalisateur ? Et celle-là, en fait, c'est la plus simple parce qu'elle s'est passée il y a 2 semaines et on était ensemble en vrai.
On arrive, donc on a monté une équipe d'environ 40 personnes, tournage sur 2 jours. On arrive, donc la DA, juste pour resituer le truc, donc c'est pour une association qui est extraordinaire, qui s'appelle Unicité. Un tournage campagne de recrutement de ouf, avec 40 personnes, une équipe technique de ouf, des jeunes aussi volontaires qui sont géniaux, avec une mise en avant de divers profils, donc tout type, toute origine, toute morphologie. Des handicapés aussi, des personnes en situation de handicap, en fauteuil roulant et en situation de malvoyance, tu vois. Donc vraiment tout le monde, tu vois. On avait plusieurs lieux, c'était sur 2 jours. Et sur le 2e jour, on avait un terrain de basket, 2 terrains de basket en Haute-Belleville qui étaient très très cool, tu vois. Et donc ça c'était le matin. Et l'après-midi c'était du coup en intérieur. On arrive le matin sur le lieu du shoot. J'arrive sur le lieu du shoot. Campagne été. Campagne été, ouais. Donc on est en campagne été, on tourne ça en hiver, hein, le 12 janvier, un truc comme ça. On arrive, le premier terrain complètement enneigé. 2e terrain complètement verglacé. Et on est là en mode putain. On commence à regarder un peu, on commence à voir le terrain enneigé, on essaie de déplayer un peu la neige, mais on n'était pas du tout équipé pour ça. Il avait neigé pendant la nuit et c'était pas prévu, tu vois. Donc on était en mode pris de court. Et du coup, dans ce genre de moment, en fait, je trouve que c'est typique de la production parce que dans la production, il y a tellement de personnes, il y a tellement de choses, tu vois, ça fait appel à tellement de personnes et de caractéristiques et de composantes différentes que quoi qu'il arrive, il y a un moment donné où il va y avoir une couille, tu vois, c'est sûr et certain. Et là, la couille, elle était à 7h du bar avec 2 terrains complètement verglacés où j'allais devoir faire venir où on allait devoir faire venir genre une vingtaine de personnes qui allaient devoir faire du sport dessus, quoi, tu vois. Et c'était essentiel pour notre scénario, tu vois. Qu'est-ce qu'on a fait ? On est parti, donc j'ai appelé ma directrice de prod, tu vois, on a essayé de trouver une solution. On s'est dit ok, bah on va chercher dans tous les magasins de bricolage ouverts à 7h du mat sur Paris, tu vois, trouver du gros sel de déneigement, tu vois, pour le terrain verglacé, pour vraiment histoire de faire quelque chose, tu vois. Rien d'ouvert. Il y a juste un Bricorama qui ouvrait à 9h à côté du terrain, tu vois, enfin pas très loin du terrain. Du coup, moi à 9h, je suis devant le Bricorama en mode il y a personne qui me passe devant, j'aurai mon gros sel de déneigement, tu vois. J'arrive, pas de gros sel de déneigement. Genre Bricorama, ils en font pas, tu vois. Donc je suis là en mode putain, comment on va faire et tout. Et au final, j'ai fait quoi ? On est allé dans les Franprix, Monoprix, Carrefour Market, tout autour du terrain et on a dévalisé leur gros sel, la baleine bleue là, tu sais, de 1 kg là, comme ça. On a pris du gros sel, on a pris des cabas, on a tout chargé dans des Uber, on a pris le gros sel et à 20 personnes, on a déverglacé du coup le terrain complètement verglacé et en une demi-heure c'était fait. En une demi-heure, c'était exploitable. Le terrain, bon, il y avait un peu de gros sel du coup dessus, mais pour les plans, c'était exploitable, tu vois, c'était exploitable. Mais ouais, tu vois, comme quoi, c'est vraiment des fois du système D, quoi. C'est vraiment. Voilà, quoi. D'ailleurs, j'ai vu qu'il en reste encore plein à l'agence. Oui, moi, j'ai pensé surtout au gars qui a voulu se faire une bonne entrecôte, tu vois, à midi, à Belleville, et qui s'est dit, vas-y, je vais aller me chercher un peu de gros sel, et qui a dû faire pas mal de supermarchés pour en trouver, qui en a pas du tout trouvé, tu vois, le pauvre. Petite pensée à lui, quoi. Ouais. Mais ouais, bref, tu vois, c'est des histoires comme ça où tu es toujours dans la débrouille, où tu cherches toujours des solutions. Et après, en fait, on est parti à l'étranger, on a fait des trucs de ouf, tu vois. Donc il y a toujours des histoires hyper. Surtout, en fait, c'est surtout quand tu pars à l'étranger, pour moi, quand tu pars à l'étranger sur plusieurs jours. Là, en fait, souvent, tu as des histoires de tournage de ouf parce que tu te retrouves avec une vingtaine de personnes dans des hôtels, dans des endroits complètement dépaysants. Il y a un petit côté colonie de vacances, tu vois. Et ce côté colonie de vacances, en fait, il fait kiffer et il est propice à plein d'histoires de ouf, ouais, tu vois ce que je veux dire. On s'est fait arrêter par des flics à Lanzarote, tu vois, par exemple. Enfin bref, il y a des histoires, mais vas-y, raconte. Laisse tomber. En fait, on shootait, mais je peux pas tout raconter parce que c'était pas avec. Ok. Voilà. Bah, si tu peux pas après. Non, bref, en clair, on shootait dans un désert à Lanzarote et on n'avait pas les autorisations pour shooter dans le désert. Et il fallait apparemment des autorisations pour shooter dans le désert. Là, t'as les flics qui passent, tu vois, et t'as le gars qui était à la prod qui panique un peu, normal, puisqu'il n'avait pas les autorisations, tu vois. Et en paniquant, du coup, on avait un gros van, en paniquant, il veut déplacer le van pour se mettre sur le côté, enfin bref, il panique un peu, tu vois ce que je veux dire.
Et en voulant déplacer le van, les flics arrivent, il recule au lieu d'avancer et du coup il rentre dans les motocross, je crois qu'on avait loué, tu vois. Et du coup en fait il se tape l'affiche encore plus devant les keufs, tu vois. Mais c'était à mourir de rire. Au final je sais même pas s'il y a eu une amende ou quoi que ce soit, mais c'était c'est des histoires de tournage, tu vois, qui étaient ouf. Ça c'était pas une prod à nous, c'était une prod à Amada Productions, tu vois. Et c'était bref, t'as toujours des petites histoires un peu folles comme ça, mais c'était très cool. Voilà. Et comment toi t'arrives à concilier ta vie pro et perso? Très bonne question, Lisa. Alors comment j'arrive à concilier ma vie pro et perso? Alors déjà j'ai un petit bonhomme, j'ai un petit gars de 1 an. Et du coup il faut prioriser. C'est assez cool en fait. Déjà d'avoir un enfant, c'est bien, mais c'est assez cool effectivement de prioriser un peu ce que tu veux faire, que ce soit boulot, pro. En fait, à partir du moment, ceux qui ont un enfant le capteront, tu vois, mais tu mets quelqu'un, ton bébé, au milieu de ta vie et après tout le reste tourne autour, du moins pendant cette première année. Du coup, j'ai été obligé de prioriser, de mettre des vrais temps de taf et des vrais temps familial, tu vois. Typiquement, là où avant j'étais vraiment, il n'y avait pas de limite d'horaire. Là, je m'en suis fixé quand même, tu vois. Dans tous les cas, ça time un peu ta vie. Donc moi, le petit, je le dépose à la crèche le matin. Donc quoi qu'il arrive, à 7h, il se réveille. À 8h, il est à la crèche. Puis du coup, je suis à 8h30 au boulot, tu vois. Pareil pour le retour, tu vois. Donc j'essaye, ça time ta vie quoi qu'il arrive. Et du coup, moi maintenant aussi, j'essaye de prendre la plupart de mes week-ends, d'avoir au moins un jour par semaine ou vraiment totale déconnexion avec la famille. Et ça fait du bien de ouf. Mais même, je pense, sans famille, avoir vraiment des moments pro et des moments perso, c'est hyper important, en fait. Parce que, comme on se disait avec le filmmaking, je sais pas si toi, tu as aussi connu ça, mais en fait, comme tu fais tout, tu fais ta compta, tu fais de la prospection, tu prépares des projets, tu fais la post-prod, tu fais le montage vidéo, tu fais tout, tu vois. Et t'es toujours dans une optique où tu as quelque chose à faire. Tu as toujours quelque chose à faire, que ce soit en tant que chef d'entreprise ou en tant que freelance. Dans ta tête, tu as toujours un truc à faire, tu vois. Sauf que des moments vraiment où tu déconnectes, c'est hyper important d'en avoir parce que d'un point de vue bonheur, je pense, et épanouissement, il te faut des moments où vraiment tu es en totale déconnexion, où tu penses plus au boulot, tu vois. Et donc, moi, ça a été un gros sujet dans ma life que d'avoir des moments vraiment où je m'autorise à déconnecter. Et donc là, j'y arrive doucement, sûrement, tu vois. Mais le fait d'avoir un enfant, de mon côté, ça a priorisé les choses en mode t'es obligé d'avoir de la déconnexion, tu vois. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est dur de passer ces phases de déconnexion, surtout qu'on est souvent amené à travailler chez soi. Ouais. Et avoir cette déconnexion, si, admettons, on n'a pas de lieu où on travaille et de lieu où on ne travaille pas, c'est très compliqué. Je pense qu'on a aussi des phases dans la vie où il y a des phases importantes dans notre carrière où on est obligé d'être à fond sur le travail, mais c'est important aussi d'avoir ces phases de repos et de vacances même. Ouais, totalement. Ouais, de vacances, de repos. Ça dépend aussi de ton milieu, de ton métier, je pense. Tu vois, si tu fais quelque chose de très créatif, il te faut des moments où tu déconnectes aussi, tu vois ce que je veux dire, parce que c'est ces moments-là qui... je sais pas d'études scientifiques à donner sur le sujet, mais je pense que c'est des moments vraiment où ton cerveau il est un peu en détente, et c'est là aussi où il travaille, où tu as des bonnes idées, où souvent on dit que tu as des bonnes idées sous la douche, tu vois. C'est parce qu'effectivement tu es un peu déconnecté, tu es un peu détaché sous la douche, et bam, tu vois. Donc il te faut des moments un peu de déconnexion. Et ça dépend des personnalités, mais je pense qu'il faut arriver à se les créer soi-même, tu vois, vraiment gérer son temps. Pour avoir ces moments de déconnexion. Ouais. Moi, je sais que je marche tous les jours, marche obligatoire, et ça fonctionne trop bien dans ma créativité. Le sport, ouais, de ouf. T'as d'autres moyens de déconnecter, toi ? Ouais, tu sais, moi je fais des petites routines entrepreneuriales. J'aime bien essayer de faire de la visualisation, même si j'ai pas du tout le profil type. Je suis un peu hyperactive, mais je me force à faire des visualisations personnelles. Où j'imagine un peu, je prends du recul sur ce que j'ai fait et ce que j'aimerais faire. Je sais que ça m'aide beaucoup. Et ça marche ? Ouais, je le fais pas, je vais dans tous les sens, comme tu dis. On a tout le temps des trucs à faire, donc en fait, on travaille tout le temps. Mais si on prend pas le temps d'avoir du recul et se dire est-ce que ce que je fais, c'est vraiment essentiel, ou même 80-20, tu t'épuises mentalement et tu t'en rends même pas compte, en fait. Donc c'est important, je pense, d'avoir ces moments-là. Et tu fais du sport, toi, du coup ?
Tu fais comme sport en ce moment? Parce que ça, Ouais. toi et moi, on se sait, ça change souvent. Là, en ce moment, c'est quoi ton délire? C'est vrai. J'aimerais reprendre la course. Là, Ok. je suis en train de recourir un peu. Mon objectif, c'est 3 fois par semaine. Non, parce que ce que les gens savent pas ici, c'est qu'on a déjà couru ensemble. On s'est vraiment déjà bien déter ensemble. Il y a pas mal d'anecdotes un peu drôles aussi à ce sujet-là, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Et toi, tu fais toujours ton cardio hit? Je fais toujours mon cardio hit. Je fais toujours du badminton aussi. Ok. T'as peut-être une Sujet anecdote. sensible. Sujet sensible, ouais. Ouais, je pense. Ok, tu préfères pas qu'on en parle, c'est ça, du coup? Non. Non, ok. Parce qu'il y a quand même des phrases qui ont été dites. Donc c'est Lisa qui me l'a dit. Moi, je parle pas, je vais te niquer. C'est exactement ce que tu as dit en me parlant d'un match de badminton de toi et moi, en versus. Et tu veux peut-être dire à tout le monde quelle a été l'issue de ce match? Comme je le dis à tout le monde depuis le début, il y a un contexte, comme dans toute situation. Ouais. Et le contexte, c'est que j'ai été chauffée C'est pendant pour ça, des heures avant d'arriver au point de non-contrôle et de dire cette phrase. Ok. Mais voilà, après, oui, c'est un fait. Tu m'as niqué au badminton. Félicitations. Je prends ça. C'est en vidéo. Mais on trouvera un sport. Je peux prendre ma revanche, quoi. Écoute. Oui, c'est quoi ton rapport au sport, même dans ta vie perso? Parce que c'est vrai que c'est important de faire du sport. Je pense que c'est même essentiel. Et est-ce que toi, t'en fais beaucoup ou pas? J'essaye de plus en faire, mais je suis pas du tout un sportif de nature, ça c'est sûr et certain. Mais depuis 1 an, 2 ans, en fait, effectivement, dans cette logique de taf, c'est des moments de déconnexion qui sont hyper importants à avoir. Et donc j'essaye de plus en plus, je fais un peu de cardio, un peu de squash, un peu de badminton, j'essaye un peu tout, tu vois. Un peu de muscu aussi. Et ça se voit, non? Ouais, de ouf. Merci, c'est gentil. Mais voilà, et donc ouais, j'essaye au maximum d'en faire. Mais je dois en faire peut-être 2 fois par semaine. Un truc comme ça. C'est un truc de ouf comment on voit la différence, même sur le sommeil. Souvent, on se dit, ouais, non, j'ai la flemme, je suis fatiguée, je vais pas faire du sport. Ouais. Mais en fait, sur du long terme, ton sommeil est 2 fois plus réparateur et t'es moins fatigué en faisant du sport. Je crois que t'es moins fatigué, t'es aussi moins malade. C'est vraiment le truc, Ouais, genre, c'est apparemment vrai. c'est le meilleur des médicaments, c'est de faire un peu de sport chaque jour, genre apparemment c'est vraiment le truc de ouf. Et ouais, de ouf. Et puis même psychologiquement parlant, genre je pense qu'il y a des vertus de ouf. Hein. Enfin, Pour prendre des décisions plus rapides, plus claires, etc. De ouf. Et il y a aussi, même dans le sport, tu vois, il y a cette logique de performance, de détente, tu vois, donc se fixer des objectifs, tu vois. Donc je pense que quoi qu'il arrive, c'est un truc dans ta vie qui est hyper important, tu vois. Mais c'est dur de s'y remettre, tu vois. Je te disais, là, j'ai essayé de me remettre à la course. Et cette semaine, du coup, j'étais à fond podcast. Je me mettais un peu la pression et tout. Et j'arrivais plus à me dire, ok, je vais faire du sport. Parce qu'en fait, mon cerveau était focus sur le podcast. Et il faut quand même être... c'est pas de la motivation, je pense, mais c'est... Enfin, si, il y a un côté motivation, mais il y a un côté aussi... se concentrer sur autre chose. Et sur le sport, par exemple, pour réussir à passer le cap de j'en fais, quoi. Ouais, je pense aussi qu'il y a un côté où il faut en faire pendant longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça devient une habitude. Moi, je pense qu'on a le même truc, toi et moi, c'est qu'on fait beaucoup de sport, et après on va s'arrêter un peu, tac, et après on va repartir beaucoup de sport, et après un peu. Les gens qui en font sur la durée, si pendant 1 semaine, 2 semaines, ils font pas de sport, en fait ça leur manque, tu vois, ça fait vraiment partie de leur routine hebdomadaire, et du coup, même quand ils ont des trucs hyper importants, ils trouveront toujours, dans leur semaine, genre 1 heure ou 2 pour aller faire soit leur footing, soit leur petite routine sportive, tu vois. C'est vrai. Mais bon, ça, la puissance de la discipline. avant d'arriver là, ouais. C'est clair. Ouais. Après, c'est déjà bien de vouloir en faire et d'en faire déjà, de temps en temps. Exactement, j'ai une énergie positive. Je suis d'accord. Et est-ce que tu as des petites routines entrepreneuriales? Non, mais je sais que je bosse beaucoup mieux le matin que le soir. Genre vraiment faire des tâches... d'éther le soir, ça c'est pas possible pour moi. J'ai essayé, hein, mais je préfère dans ce genre de moment, je me motive à chaque fois, je me dis vas-y, tu sais quoi, de 22h à minuit, je vais être là, je vais faire mon truc et tout, je vais finir le brief ou je vais faire ça. Donc à chaque fois, je suis hyper déter et quasiment dans 100% des cas, je me dis écoute, tant pis, je me lèverai demain à 4h du bar et je le ferai à 4h du bar. Et c'est là où je suis le plus déter de ouf, tu vois. Donc j'ai pas des routines, mais j'ai appris à capter. Et t'as des gens, au contraire, c'est l'inverse, tu vois, ils sont plus du soir et donc voilà.
Et du coup, moi, j'ai appris à capter comment mon corps fonctionnait. Et là-dessus, c'était important. Comme ça, au moins, maintenant, je sais quand est-ce qu'il faut vraiment que je taffe, tu vois. Carrément. Moi, je suis comme toi. Je suis T'es du pas soir ou du du tout, matin? pas du tout du soir, je suis du matin à fond. Donc, lever quelle heure, hein, max? Quand t'as des trucs à faire? Par contre, je me lève pas non plus hyper tôt, mais 7h en moyenne. Ok. Je me lève toujours à 7h. Carré, efficace. Ouais. Et la petite routine, c'est quoi? Toi, j'étais grave dans une miracle morning routine et tout là. Ouais, mais tu vois, il manque la discipline, comme on Tu disait. lis 15 minutes par jour, du coup, c'est ça. Quand je fais prends une douche hyper bien froide. ma routine, oui. C'est vrai. Tout ça, c'est sûr. dans ma routine, oui. C'était sûr. Mais tu C'est, arrives à le faire, pour moi, c'est chaud de Ouais, ouf. mais j'adore en plus, et je te jure, quand je le fais, Genre, je tu l'as fait suis ce matin? trop bien. Bah non, du coup. Comme je t'ai dit, en fait, dès que j'ai des périodes de gros rush où il y a trop de taf, et bah, j'ai du mal en fait à garder ces trucs, Tenir mais le qui truc. sont pourtant essentiels. Mm. Enfin, pour moi, en tout cas, ça m'apporte vraiment une plus-value. Ok. Mais pas cette discipline Donc, constante. ouais. Mais en tout cas, oui, la routine cheat, c'est oui, 15 minutes et je fais de ma visualisation. Ok, De ça, en même, vrai, ma c'est sûr, to-do. ça fait du bien de ouf. Ouais, faire une to-do, tu vois, moi, je la fais Ok. tout le temps le soir Ok, ouais. du jour d'avant. Ouais. Comme ça, en fait, je sais exactement quand je me réveille ce que j'ai à faire. Donc, je me rappelle bien ce que j'ai à faire, je priorise bien, je fais un petit récap, ensuite je lis. Merci. Et 15 après, minutes. toi, tu as des outils que tu utilises dans la journée pour être productif ou pas? Non, j'ai pas. Je sais qu'il y a une application que j'ai téléchargée là pour limiter ton temps d'écran, Ok, cool. que j'aimerais bien essayer, mais C'est quoi? sinon, non, je l'ai plus là en tête. Ok. Mais Est-ce que tu c'est as pas l'application mal. temps d'écran en vrai déjà sur iPhone? Oui, c'est vrai. Ouais. J'ai jamais utilisé. Ok. Et sinon, en fait, moi, quand je fais des to-do, je mets des horaires. Je Ok. mets par exemple, je fais ça de telle heure à telle heure. Et ça me permet de ne pas mettre plus de temps à faire cette tâche, en tout cas d'essayer, Ok. et de pouvoir passer à une tâche après et d'enchaîner comme ça. Ok. Mais j'ai souvent le syndrome de la to-do interminable qui a du mal à terminer à la fin de la journée. Ah, ouais, laisse Et tomber. j'essaye de plus en plus d'en fait mettre beaucoup moins de tâches, mais de vraiment les faire Ouais, en je fait. crois que c'est ça qu'il faut. Ouais. C'est ça qu'il faut. Et au moins à la fin de la journée, t'es fier quoi. Mais T'es c'est pas là en chou- ouais, mode c'est ça. putain, Ouais, j'ai fait que la moitié. De ouf. Il y a un truc c'est jouissif cassé à les chaque fois checker, genre soit barrer sa to-do, sa tâche et tout le tralala. Ouais, de Moi ouf. je coche. Toi, tu coches. Ouais. Et toi tu fais quoi? Moi, alors, en vrai, je devrais faire comme toi sur papier et tout le tralala, mais moi, souvent, je le fais soit sur Notes, où je me fais des petites tâches vraiment, soit de ouf sur Google Agenda. Enfin, non, c'est pas Ah oui. Google Agenda, c'est Google Task. Et parce que dans la suite Google, quand t'es dans tes mails ou quand t'es dans ton agenda, t'as toujours un petit truc sur le côté et où tu peux ajouter des tâches. Et du coup, en fait, moi, j'ai une to-do, comme tu dis, interminable. Hein. Genre, je te la montre, c'est un... Genre, c'est la Là t'as une to-do aujourd'hui ou pas? non, aujourd'hui c'était podcast avec toi à l'agence. Mais après j'ai pas mal de choses à faire quoi qu'il arrive. Mais c'est démoralisant les to-do interminables. Franchement, regarde ton task. Regarde le truc. Le truc interminable. Interminable. Là, c'est... Ah oui, Ah ouais, c'est des- même pas arrivé jusqu'à la fin. Ouais, quoi. là, c'est des sacrés to-do. Et là, qu'est-ce que je dois choisir? Là, le premier truc dans ma to-do, c'est musique Louis Vuitton. On fait une presta pour Louis Vuitton. Et du coup, il faut sélectionner juste la musique qui sera dans le fond. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et juste en dessous, ta facturation. Donc, je crois que ça doit être des prestataires à facturer. Et bref, après, en veux-tu, en voilà. Ok. Il y a la loi de Pareto que j'essaye d'utiliser de plus en plus. Je sais pas si ça te 80-20, parle. c'est ça? Ouais, c'est Ouais. ça. Et franchement, ça change ta façon de travailler. On revient au principe de comme quand t'es en cours et qu'on te dit ouais, t'as 1 mois pour faire ce projet. Oui. Franchement, 80% des gens, ils le font 3 jours avant, De quoi. ouf. Donc, Ouais, de ouf. Donc, moi, en tout cas, moi, je faisais partie des personnes qui le faisaient vraiment genre 3 heures avant. Quoi, tu vois. ouais, bah moi aussi. Mm. Ouais. Pourtant, toi, t'es organisé de ouf. Moi, dans, Mais moi, dans j'aime ma bien vie, travailler j'ai sous la j'ai pression. rarement vu des gens aussi organisés que toi, Lisa Oran. Ah ouais. Ah. Bah merci. Écoute, c'est Franchement. gratuit. Non, mais franchement, t'es hyper carré là-dessus, genre sur les plannings, sur tout ça, genre t'es déter de ouf. Même Bah- à un moment donné, tu gérais ma compta même. Tu vois, venez, on en parle. Tu vois ce que je veux dire? Genre t'es carré de ouf, tu vois. Mais bah après, moi, j'ai une personnalité. Si c'est pas carré, si j'ai plus le contrôle, là, je m'éparpille. Ça va pas du tout et Ok. tout. C'est pour ça que j'ai besoin de ce cadre, ces petites routines et tout. Ok. Et ouais, bah moi, ça me rassure en tout cas. Après, je sais qu'il y en a qui sont pas du tout comme ça, qui ont besoin d'avoir une liberté totale, etc. Enfin, Ouais, ça dépend si t'es plus en mode créa ou plus en mode. Je pense que t'as Ouais. des personnalités en vrai comme ça aussi. ouais. T'as des personnalités. Ouais, Tu- de ouf.
Désolé, je pensais à un truc. Je t'ai jamais vu t'énerver. Tu t'énerves des fois ou pas? Oui. Ok. Ça donne quoi? En fait, contre moi-même, quoi. T'es Souvent, plus sur... Ok. dans les trucs techniques, Ok. les ordis et tout, si vraiment ça fonctionne pas, ça commence à me... Ok. Mais tu t'énerves pas contre des gens? Je peux, je sais pas, c'est une bonne question. Ok. Parce que nous, ça fait quoi? Ça va faire bientôt 1 an ou 2 qu'on se connaisse, tu vois. Je t'ai jamais vu t'énerver, frère. Tu dirais ça à ma famille, ils diraient peut-être pas la même chose, ok. mais ouais, bah après, j'ai quand même du recul sur les situations. Je suis assez ouvert d'esprit, donc je peux C'est comprendre vraiment n'importe quelle personne, si en tout cas, essaie de la comprendre, quoi. Et puis t'es quelqu'un d'équilibré aussi, donc quoi qu'il arrive, genre, t'es pas... On peut pas te pousser à bout facilement non plus, tu vois. Faut vraiment... J'essaierai bientôt. Faut vraiment y aller, je pense, mais j'essaierai. Et on parlait aussi, là, tu as évoqué rapidement le principe de délégation. Ouais. Et j'ai l'impression que toi, tu es assez à l'aise quand même avec ça, même si c'est sûr que c'est toujours très compliqué de commencer à déléguer. Comment tu te sens à ce niveau-là, toi? T'as tout dit, c'est hyper compliqué pour moi de déléguer. C'est parce que je crois aussi j'ai ce côté un peu contrôle fric, genre en fait c'est le côté filmmaker. À partir du moment où tu te butes dans un truc et où tu fais tout à la fois, tu vois, dans une discipline, et déléguer des choses c'est très compliqué. Moi, le premier truc que j'ai délégué c'était le montage en tant que réal, tu vois. De base je faisais mes montages et en fait j'ai vraiment essayé de déléguer le montage, trouver des monteurs, devoir les briefer et tout le travail. Et c'est pas facile parce que c'est jamais fait comme tu veux. Mais c'est en fait déléguer oui, mais il faut déléguer aux bonnes personnes, c'est ça aussi. En fait on en revient toujours à ça, tu vois. Si tu trouves une personne qui est meilleure que toi dans un domaine, délègue, tu seras, ça va augmenter la valeur de ton projet quoi qu'il arrive, tu vois. Mais c'est pas facile à trouver. Ouais. Et ça demande quoi qu'il arrive avec n'importe quelle personne, j'ai l'impression que ça demande quoi qu'il arrive d'avoir une relation, de l'entretenir et de passer du temps à briefer quelqu'un, tu vois. Imaginons demain on travaille avec un nouveau directeur artistique, tu vois. Il va falloir du coup qu'ils comprennent aussi l'ambiance de la boîte, l'ambiance de l'agence, quels sont les types de projets qu'on a envie de pousser et avec quel DA nous on veut insuffler de base à son expertise, tu vois, pour qu'après lui il ponde des briefs qui soient en raccord avec ce que nous on est, tu vois. Et le gars a beau être le meilleur DA, pour moi, il y a un moment donné quand même où il y a une relation à créer à chaque fois. Mais ça se fait que avec la condition d'avoir quelqu'un de compétent en face de toi, tu vois. En fait, je trouve que c'est comme les investissements. C'est un investissement en fait, parce que De tu ouf. dois investir ton temps, mais tu ne peux jamais être sûr que ce temps sera rentabilisé Ouais, c'est ou pas. compliqué, Mais en de même ouf. temps, si tu le fais pas, tu pourras jamais en fait évoluer, Ouais, de ouf. aller plus haut, parce que si tu délègues pas, à un moment, tu restes humain et T'as 24 pas heures dans tout une faire, journée quoi. en fait, tu peux pas tout faire et tu peux pas surtout en fait dire que imaginons on parle d'un photographe, tu vois, tu peux pas avoir 20 ans d'expérience en photographie, tu vois, si toi t'es aussi réal, si toi t'es aussi directeur artistique, si toi t'es aussi chargé de prod, si toi t'es aussi ingé son. En fait il y a un moment donné où déjà t'as pas plus de 24 heures dans une journée, tu vois. Et tu n'as pas surtout toutes les années d'expérience que quelqu'un peut avoir. Donc quoi qu'il arrive, tu peux tenter de faire des choses, mais si tu engages des gens qui sont meilleurs que toi et qui ont plus d'expérience, quoi qu'il arrive, en fait, la délégation, ça marchera, quoi. Mais c'est fou la puissance des équipes, notamment on disait dans les productions, on la voit sur une journée, donc un timing très condensé. On peut faire des trucs de fou, quoi. Ouais, on peut faire des trucs de fou. Avec des équipes de dingue. C'est ça, et tout le monde a son rôle, tout le monde a sa mission, tout le monde a ses compétences, tout le monde reconnaît aussi les compétences de l'autre, ça c'est hyper important, tu vois. En fait, moi demain, toi t'es une très bonne chargée de prod, je viendrai pas t'apprendre ton métier parce que j'ai confiance en ce que tu fais et je vais pas te fliquer, tu vois. Donc c'est aussi trouver les bonnes personnes et après voilà, tu délègues, tu comprends, tu captes et après voilà, c'est sa responsabilité, c'est elle qui gère et puis ça c'est optimal, tu vois. Et même la bonne ambiance et la bonne entente, je trouve que c'est hyper important parce que en vrai, faut pas se mentir, à un moment, si la personne elle te parle comme une merde, t'as pas envie de travailler pour elle et t'as pas envie de tout donner, quoi. Ah mais de ouf. Et ouais, je trouve que en fait cette ambiance, cette bonne ambiance là, on la retrouve beaucoup dans Social Fever, dans ton agence. Merci. Ouais. C'est aussi les gens qui composent l'équipe en vrai, tu vois. Il y a que ça, plus tu vas te staffer avec des personnes qui sont compétentes d'un point de vue technique et d'un point de vue humain aussi, ça c'est hyper important. Plus en fait tu vas travailler dans la joie et la bonne humeur, tu vois. Tu vas avoir des idées cool, tu vas avoir de la créativité, il va y avoir de l'ambiance, tu vois, genre ça c'est cool.
je sais pas, enfin, j'explique aussi aux gens qui sont avec nous. Mais nous, par exemple, chez Social Fever, sur les gros tournages, on a mis en place des fois des moments yoga à la fin. C'est-à-dire que pendant 2-3 mois, on va préparer un projet, préparer une direction artistique dans le but que pour un shooting sur 2 jours, tu vois, tout se passe dans ce shooting-là. Donc en fait, la pression, elle fait ça comme ça jusqu'au moment du shooting où tu es là, où tu es à donf, où tout le monde est à donf, tu vois. Et pour redescendre un peu en douceur, on a organisé des sessions de yoga chez les partenaires, chez Slow à côté, dans le studio de sport à côté. Et en fait, on passe 1 heure à faire de la méditation avec clients, techos, prod, chargé, enfin tu vois, avec tout le monde, tu vois, pour redescendre tranquille. Et c'est un peu cucu, c'est vrai, mais genre c'est grave bien, tu vois. Genre vraiment, on est dans une optique d'avoir une ambiance d'équipe qui soit la plus saine possible, tu vois. Et c'est une trop bonne idée d'ailleurs, parce que cool. c'est même des moments de rire où tu vois le régisseur qui s'endort et qui ronfle dans la séance. C'est Enguerrand qui s'était endormi pendant la séance. De ouf. Donc et ça permet en fait de connaître ses collègues ou même ses amis d'une autre manière en fait. Ouais, de ouf. Donc c'est intéressant. Puis comme disait Donia, en vrai, tu sais, tu sauves pas des vies, donc franchement, tu peux être chill, tu vois, tu peux y aller tranquille, tu peux passer, en fait, tu peux travailler et passer un bon moment, c'est possible, tu vois ce que je veux dire. Après, dans ces milieux-là, j'ai l'impression vu qu'il y a de la pression constante, on peut vite perdre ce côté humain. Au milieu, t'as beaucoup de concurrence, donc quoi qu'il arrive, il faut que tu sois chaud de ouf, tu vois. Ouais. Donc tu peux avoir effectivement pas mal de pression, mais après la pression, ça, comme on se le disait, tu vois, ça se gère d'un point de vue personnel, tu vois, chacun a sa propre pression et la pression qui se met à lui-même, tu vois. Et aussi, je pense que c'est le rôle de l'entreprise d'un point de vue général que de fournir aussi des conditions de travail et une ambiance entre guillemets d'équipe qui soit cool, tu vois ce que je veux dire. Voilà, de manière à alors déjà juste passer un bon moment et même en règle générale je pense des employés ou des partenaires qui sont heureux, en règle générale ils font du meilleur travail, tu vois, tout simplement. Tu vois. Ouais, c'est sûr. D'où aussi l'importance d'être passé par tous ces jobs-là parce que tu sais vraiment ce que c'est, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils ont besoin, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est cool aussi de pouvoir se mettre à la place des personnes avec qui tu travailles, tu vois. Parce que des fois, en fait, tu sais pas, tu peux pas anticiper un truc que t'as pas vécu, c'est difficile. Totalement. Je pense que c'est ce qui fait aussi les bons chargés de projet, les bons coordinateurs, c'est en fait, ou même juste managers, tu vois. C'est qu'ils peuvent facilement se mettre à la place des personnes qui lead. Et du coup, en fait, si tu sais que ton monteur, lui, ce qu'il lui faut, c'est des deadlines bien précises, qu'il faut lui dire ça comme ci, comme ça, que tu t'es mis à sa place, et en fait, il fera un travail qui sera optimal, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est bien de pouvoir se mettre l'espace de quelques heures ou même jours, tu vois, à la place des personnes que tu embauches, parce qu'effectivement, après, tu comprendras beaucoup mieux son métier et tu seras beaucoup plus à même de lui donner soit des directives, soit de comprendre lui ses retours à lui, tu vois. Ouais, même côté monteur, comme tu disais là, il faut aussi avoir des connaissances un peu techniques parce que quand on te demande juste de rajouter une barre sur la vidéo, mais sur toutes les vidéos à tel endroit, techniquement, des fois, en fait, c'est pas juste rajouter une barre, c'est passer des heures à refaire toute ta post-prod et tout. C'est des métiers de précision, de ouf. C'est comme l'exemple le plus simple, hein, c'est tu as une vidéo qui est super cool et ton client, il te dit la vidéo, elle est bien, par contre, j'ai envie qu'on change la musique. En fait, tu captes que le monteur et nous, du coup aussi, on est censé dire au client en fait de valider cette musique-là en amont parce que juste changer la musique, en fait, ça veut dire recaler tous les plans avec le montage, que tout tombe bien au bon moment. Et en fait, ça devient une galère sans nom, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que savoir que pour ton monteur, le changement de musique, c'est complexe, tu vois, ou du moins ça prend du temps, quoi, de tout bien caler. De tout bien caler, ouais, c'est essentiel, tu vois. C'est sur des petits trucs comme ça. Alors, t'as pas besoin d'être spécialiste autant que ton monteur, mais au moins de comprendre un peu son métier, ça va être hyper utile pour une production. Ouais. On va faire un petit jeu. Je vais te poser plein de questions. Le but, c'est que tu répondes au plus de questions possibles en 1 minute. Ok. T'es chaud ? Chaud de ouf. Ok. Est-ce que t'as déjà fait une visio en caleçon ? Une quoi ? Une visio en caleçon. Ouais. Est-ce que t'as déjà oublié un truc sur une prod ? Ouais. Est-ce que tu t'es déjà embrouillé avec un client ? Non. Est-ce que tu as déjà passé le cap des 8 cafés dans la journée ? Oui.
Est-ce que tu as déjà filmé quelque chose et réalisé que tu n'avais pas appuyé sur Rec? Il y a longtemps, oui. Ça m'est arrivé, oui. Est-ce que tu es déjà devenu ami avec tes clients? Oui, bien sûr. As-tu déjà inventé une excuse créative pour expliquer un retard sur le plateau? Je crois pas. Projet à 10K ou 100K? 100K. Client dans la mode ou le culinaire? Mode. Jeune motivé ou senior compétent? Jeune motivé aussi, un senior compétent qui gère un jeune motivé. Shoot studio ou extérieur? Extérieur. Film ou documentaire? Film. Appel ou message? Appel ou message Appel. Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir laissé un stagiaire choisir la musique de fond pour une vidéo importante? Ouais, je crois, ouais. Sinon, d'un point de vue général, moi je trouve que l'inspiration elle est hyper importante, Ouais. surtout dans nos métiers et même, bref, en général de toute manière. Et je veux avoir ton point de vue là-dessus et comment tu vois la chose. Je suis d'accord avec toi, déjà c'est hyper important de s'inspirer. Dans tous les cas, je pense que ça ne peut se faire que comme ça. Et pour moi, en fait, c'est essentiel d'avoir effectivement des personnes qui nous inspirent, des personnes sur lesquelles on puisse se baser aussi, tu vois. D'être un créatif, je suis surtout un spectateur. Ce que j'ai adoré faire, c'est voir des vidéos, par exemple, de Valentin Petit, un réalisateur paix à son âme qui était extraordinaire, tu vois, et essayer de décortiquer de comment il a fait cet effet-là avec la caméra, nanani, nanan, pour mieux après le reproduire, moi, dans mes productions, tu vois. Et sûrement, lui faisait la même chose avec des réalisateurs qu'il admirait. Mais je pense qu'il y a vraiment ce côté-là où il faut, quoi qu'il arrive, s'inspirer de personnes, tout en apportant ta patte, mais ton individualité, elle arrive parce que on n'a pas tous les mêmes inspirations. Donc, si tu t'inspires un peu de lui, 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 tu crées un truc qui est unique et qui est génial, tu vois. Et après, d'un point de vue plus personnel, moi, dans ma vie, ouais, il y a des personnes dans ma carrière qui ont été là. Ça fait très Mission Cléopâtre, tu sais, moi, il y a des personnes qui étaient là, des gens qui m'ont tendu la perche à des moments. Tu connais pas cette vidéo? Non. Bref, du coup, il y a des personnes qui ont été là dans ma carrière. Je pense à mon premier professeur qui m'a appris plus l'entrepreneuriat, qui m'a fait mettre un premier pas dans le corporate, tu vois, qui a été vraiment un mentor pour moi. Je pense à plein de prestataires avec qui j'ai bossé, qui m'ont appris de ouf. Je pense aussi à Donia, qui est juste ici, mais qui a été là à tous les moments. En fait, je réfléchissais à ça la dernière fois, qui a été là à tous les moments hyper importants de ma carrière, que ce soit en tant que photographe, que ce soit en tant que DA, que producteur ou que gérant d'agence, tu vois. Genre, t'as des personnes qui sont là tout le temps au bon moment, tu vois, au bon endroit et qui t'apportent de la bienveillance, tu vois, et c'est des personnes comme ça, je trouve, qui sont hyper inspirantes dans ton quotidien, tu vois. C'est des personnes qu'il faut garder dans ton cercle et aller vers des personnes comme ça, tu vois. Voilà. Trop cool. Et pour terminer le podcast, est-ce que tu aurais 3 inspirations, personnes à nous partager? 3 inspirations. Oui, tu m'avais posé la question, donc je vois à peu près qui je vais dire, mais pour moi, il y aurait du coup, en termes de film, réalisateur, Fincher. C'est efficace, ça a toujours bercé mon enfance, mon adolescence, et je trouve ça génial. Donc c'est Fincher, c'est réalisateur de Fight Club, de Gone Girl, de plein de chefs-d'œuvre comme ça, tu vois. Parce qu'il allie en fait le côté très... En fait, il a lié 2 choses qui sont géniales pour moi. C'est ce côté scénario, avec son directeur de la photo aussi, il y a une image, il y a une esthétique. Et il arrive à faire des films très commerciaux aussi, tu vois. Et ce côté qui parle avec du fond, mais aussi qui parle à beaucoup de personnes, ce côté commercial, je trouve que c'est hyper intéressant. Je citerai du coup côté film Neon Demon. C'est un film extraordinaire, j'ai plus le réalisateur en tête, mais avec une esthétique particulière. Et c'est un film qui est profondément beau en fait, et photographique. Il est juste un chef-d'œuvre à regarder, quoi, tu vois. Niveau scénario et tout, ça se discute, mais genre tu te prends des claques à chaque scène, quoi. En termes de lumière, en termes d'ambiance, c'est vraiment très très beau. Et en termes de livre, du coup, je citerai, il est un peu bullshit entrepreneur, mais je citerai La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui m'a en fait vraiment ouvert mes chakras et mon champ de vision sur tout ce qui était possible de faire, notamment en termes de déléguer. Tu vois, vraiment apprendre à déléguer, je trouve que c'est génial. Et j'ai bouffé ce livre comme pas possible. Et c'est un livre que je recommanderais à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre. Ok. Voilà. Merci beaucoup Hugo pour ton temps. Ça se finit comme ça. Écoute. Salut.